Bienvenue à tous sur le podcast La Mafia des réservations pour un épisode spécial. Tous les mois, nous vous proposons désormais un épisode hors série appelé l'Happy Hour en collaboration avec Summit. Le but ? Partager avec vous toutes nos connaissances et nos conseils pour faire de vos boissons un nouvel allié de votre performance. Et oui, les boissons sont très intéressantes car elles vous permettent de vous démarquer tout en augmentant vos profits. On s'est donc dit que ça valait le coup de se pencher sur le sujet. Que ce soit pour vos clients individuels ou vos événements, nous vous révélerons un concentré de bonnes pratiques pour une stratégie boisson qui a tout bon. Nous, c'est Grégory, le fondateur de Summit, une solution tout en un pour la gestion de vos boissons, et moi Clémence, la cofondatrice de BookingCheck, le logiciel qui booste votre activité événementielle. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur ce nouveau format qui s'appelle l'Happy Hour de BookingCheck et Summit. On va vous parler boisson et on va vous parler événementiel, mais avant ça, on va se présenter et je vais laisser Grégory nous expliquer qui il est et ce qu'il fait. Bonjour, donc je suis Grégory Castelli, j'ai fondé Summit en compagnie de Gérard Basset, qui était le sommelier le plus titré du monde. L'objectif de Summit, c'est d'aider les restaurants à optimiser la gestion de leurs boissons. En général, la boisson, c'est 20-25% de leur chiffre d'affaires, mais c'est 80% de leur profit. Donc, c'est important qu'ils gèrent ça bien. Alors, il y a deux types, pour faire simple, il y a deux typologies de restaurants. Il y a les restaurants qui ont une grosse carte des vins, une grosse cave à gérer, et souvent, ils font appel à un sommelier. La spécialité du sommelier, c'est de vendre le vin, de le sélectionner. C'est pas forcément de gérer une cave. C'est pas ce qu'il fait, c'est pas ce qui l'amuse le plus. Et puis surtout qu'il n'a pas vraiment d'outils de gestion. Donc nous on les aide, on aide beaucoup de sommeliers à gagner du temps sur la gestion des boissons, donc en gérant leurs commandes, leur inventaire, leurs cartes, etc. Et puis après il y a tous les restaurants et ils sont beaucoup plus nombreux où ils ont des cartes des vins ou cartes des boissons plus light, plus légères. Et dans ce cas-là, ils ont besoin d'un outil pour leur aider à gérer leurs boissons. Et en plus de ça, ils ont besoin d'un peu d'éditorial et un peu de contenu pour former le staff pour qu'ils puissent vendre le vin. Parce que la boisson, ça se vend. Voilà, autant quand on a un menu avec 3-4 plats, on peut laisser le choix au client. Quand on a une carte des vins, même avec 30 vins, il faut un peu d'accompagnement parce que sinon le client il prend le vin le moins cher ou le deuxième vin le moins cher. Donc si on veut gagner de l'argent avec les boissons, et c'est assez facile finalement en restauration, mais si on veut le faire, faut bien le faire, faut avoir les bons réflexes. Et nous, on aide les clients non seulement à gagner du temps, mais aussi à acquérir les bons réflexes pour faire mieux tourner leur carte des boissons et gagner plus d'argent. Parce qu'en ce moment, ce qui est toujours important pour une entreprise, mais ce qui l'est d'autant plus aujourd'hui. Tout à fait. Donc vous l'avez compris, Grégory, c'est un expert sur le secteur des boissons et donc on va profiter de cette expertise pour vous la partager. Et donc moi je suis Clémence Ferraud, je suis la cofondatrice de BookingCheck. BookingCheck, c'est un logiciel qui vous permet de gérer votre activité événementielle, donc réservation de groupe, privatisation. Que vous soyez un restaurant, que vous soyez un bar, que vous soyez un lieu événementiel, que vous soyez un hôtel, que vous soyez un centre des congrès, etc., etc. Dans l'événementiel, les boissons, c'est aussi une partie très importante. Il y a rarement de prestations sans boissons, donc on a trouvé que c'était sympathique de réunir nos forces pour vous partager ce nouveau contenu. Donc l'Happy Hour par BookingCheck et Summit. Et nous, à travers BookingCheck, on aide nos clients à déjà capter toutes leurs demandes en direct, donc avoir un maximum de demandes qui ne vont pas leur coûter d'argent, déjà dans un premier temps, et puis ensuite d'optimiser leurs résultats sur le taux de confirmation et sur la relation client. Parce qu'un client qui est bien pris en charge, c'est un client qui confirme. Et donc, en augmentant son taux de confirmation, on augmente assez naturellement son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la thématique qu'on va vous proposer, puisqu'on va faire toute une série de différentes vidéos. Et aujourd'hui, la première thématique, c'est 5 idées pour augmenter sa marge sur les boissons. C'est la reprise pour nombreux d'entre vous. Il y en a qui sont en saison, mais qui vont aussi encore continuer, j'imagine, sur septembre-octobre à rester ouverts. On pense que c'est une bonne thématique pour démarrer du bon pied. Donc, je vais poser une série de questions qui me semblent importantes à Grégory, qui va nous répondre et nous partager son expertise. Donc, la première question, je pense, qui nous vient à tous assez naturellement, c'est qu'on se dit, pour augmenter notre marge sur les boissons, est-ce qu'il faut augmenter le prix de ces boissons ?
Alors, non, pas nécessairement. Alors, la plupart, je vais introduire une notion qui est importante, en tout cas dans notre outil, mais aussi pour les sommeliers, enfin, et pour les restaurateurs. C'est le coût de ce qu'ils vendent, le coût des boissons ou le coût de la nourriture. Quand on fait, 5 000 euros sur la journée de chiffre d'affaires de chiffre d'affaires, qu'on a 1 000 euros, mettons 20% sur les boissons. Donc on a 1 000 euros sur les boissons. Ce qui est important, c'est de savoir combien ces 1 000 euros nous ont coûté. Bon. Avec Summit, ils arrivent assez facilement à le savoir. La plupart des restaurants avec lesquels qu'on commence à travailler, ils sont sur nous on appelle ça beverage cost. Parce qu'on est une start-up et qu'on parle anglais, mais c'est surtout, en fait, c'est le coût boisson, en fait. Voilà, mais tout simplement, le coût boisson, c'est entre 25 et 30%. Donc ça, c'est le coût de la marchandise hors taxe divisé par le prix de vente hors taxe, par le chiffre d'affaires hors taxe. Quand ils travaillent avec Summit, ils baissent généralement plutôt entre 20 et 25%, donc ça fait quand même des gains assez conséquents. Après, ceux qui arrivent encore à baisser et à être entre 15 et 20%, ce sont les bars à cocktails, parce qu'en fait, on gagne énormément d'argent avec les cocktails, les bars à vin où il y a beaucoup de vin au verre, ou les restaurants qui servent beaucoup de vin au verre. Il faut savoir que sur les vins au verre, généralement, les marges sont beaucoup plus élevées que sur les bouteilles. Donc, si on arrive à vendre plus de verre, on fait plus de marge. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin d'augmenter les prix. Pour moi, le vin, il a toujours un prix, un juste prix. Alors, c'est sûr, quand pour le même vin, si on a un 3 étoiles Michelin sur les Champs-Élysées ou un bar à vin dans le fin fond de la Creuse et qu'on vend le même vin, ça va pas être le même prix. Et ça, c'est tout à fait normal, en fait. Donc, il n'y a pas de norme non plus de prix. Mais ce qui est important, c'est de bien acheter déjà. Soit on achète bien parce qu'on a des connaissances et on travaille en direct, ou alors on achète bien parce que on travaille avec des fournisseurs qui sont capables de couvrir une large part de notre carte des boissons et donc de faire du panachage, de faire du franco de port, etc. Dans ce cas-là, le coût d'achat est plus faible et on peut également gagner de l'argent en faisant ça. Donc pas nécessairement augmenter le prix des boissons. Il faut savoir que le vin au restaurant, c'est déjà cher. Hein. Généralement, un vin que vous achetez 10 euros chez au domaine, il finit à 20-25 euros chez un caviste. Il finit entre 40 et 50 chez un restaurateur. C'est déjà beaucoup. Voilà, donc pas nécessairement augmenter les prix, mais acheter plus intelligemment et peut-être diversifier aussi l'offre. En se disant je vais faire des vins au verre, je vais faire aussi des cocktails. Hein. Les cocktails, ça marche bien quand même aussi. Hein. Donc, pas besoin non plus de faire des cocktails complètement alambiqués, mais les bons classiques bien faits, avec un bon équilibre, ça marche tout aussi bien. Et là, pour le coup, un coût matière, enfin le coût d'un cocktail, c'est 10% environ de ce qu'il est vendu. Quand on vend un cocktail 10 euros, 12 euros, ça fait 12 euros, ça fait 10 euros hors taxe et généralement ça coûte 1 euro. Donc en fait là on peut vraiment gagner de l'argent aussi, ce qui est important. Enfin, je trouve que c'est quand même une tendance de fond le cocktail en tout cas sur l'événementiel, on le voit de plus en plus dans l'offre. Souvent maintenant, proposer un événement type cocktail dînatoire sans proposer quelques cocktails, je pense qu'on prend un risque de pas satisfaire le client par son offre. Donc si en plus tu nous dis que c'est aussi intéressant au niveau de la marge, moi j'ai beaucoup de clients en ce moment qui me disent on voudrait augmenter nos prix parce que certains de nos fournisseurs augmentent leurs prix à cause de la crise du Covid. Voilà une solution pour pas augmenter ses prix et essayer de conserver sa marge. Ouais, t'as ça, et puis t'as le vin vert. Franchement, le vin vert, ça marche très bien aussi. C'est aussi une consommation un peu plus responsable. Voilà, donc et puis après c'est sympa. Après ça demande de l'accompagnement, mais si on fait un repas entrée plat dessert, bon alors c'est de plus en plus rare. Hein, les gens ils font un entrée plat ou plat dessert, mais si on fait un repas en 3 plats, enfin entrée, un plat principal et dessert, c'est sympa de changer de vin aussi, mais ça demande un accompagnement. Voilà. Ou quand on prend du fromage, pareil, ça demande un accompagnement. Le réflexe des gens sur le fromage, c'est de prendre du vin rouge, alors que c'est quand même le type de vin qui se marie moins bien avec le fromage. Enfin, ça dépend, mais généralement, il vaut mieux boire du vin blanc ou du vin liquoreux. Mais pareil, ça demande un conseil. Voilà. Et
Et faut pas forcément avoir fait une mention sommellerie ou être un grand sommelier pour avoir les basiques. Voilà. Et un serveur qui s'intéresse un peu, il peut tout à fait proposer du vin vert et il peut réellement avoir un impact sur les ventes. Donc ça, c'est aussi au patron du restaurant de passer un peu de temps à former ses équipes ou à leur donner des outils pour qu'ils se forment eux-mêmes. Oui, d'investir sur les compétences de son personnel pour ensuite. Exactement. Oh, tout à fait. Donc ça tombe bien parce que tu as quand même pas mal mis en lumière le fait de mieux acheter. Comment est-ce qu'on peut mieux maîtriser ses achats? Donc tu as commencé à évoquer le fait de passer en direct ou de bien choisir un fournisseur multi-référence avec lequel on va pouvoir acheter différentes références sans devoir aller sur plein de personnes différentes et acheter des volumes importants à chaque personne. Enfin bref, est-ce que tu as des conseils pour bien maîtriser ses achats? Bien, oui, j'ai des conseils. Après, je peux partager les expériences de nos clients. On a des profils assez variés. Moi, ce que je trouve plutôt pas mal, c'est en fait, il y a des clients qui ont des mercuriales, c'est-à-dire qu'en fait, ils prévoient un volume d'achat sur l'année, qui séquencent. Bon, évidemment, ils vont pas acheter des rosés en octobre, mais voilà, ils séquencent sur l'année, ils ont un budget, ils séquencent, ils commandent, ils savent déjà à l'avance que les vins qu'ils vont commander en octobre, peut-être qu'en mars, ils seront pas à la carte, mais c'est pas grave. Ils organisent, ils budgètent, etc. Et c'est très carré. Mais après, ça, c'est souvent des sommeliers un peu chevronnés qui font ça parce que il faut aussi qu'ils aient un budget clair de leur patron sur les achats vins au fil de l'année. Bon, ça c'est un type d'action, mais c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'anticiper en fait, de se dire d'avoir un peu une vision de sa carte. C'est un peu comme dans la mode, hein, il y a automne, hiver, printemps, été. Bon voilà, c'est un peu pareil. De se dire je vais pouvoir changer ma carte et comme ça je vais peut-être pouvoir commander des plus gros volumes et économiser ou en tout cas j'ai envoyé mes commandes à l'avance et je vais mettre des dates de livraison séquencées dans le temps, etc. Donc ça c'est un premier mode de fonctionnement. Le second mode de fonctionnement, c'est de travailler avec des distributeurs. Alors pour une raison, je crois qu'on l'avait évoqué ensemble la dernière fois qu'on s'est parlé, mais pour une double raison. La première, c'est de pouvoir panacher et de commander des plus petites quantités, d'avoir du franco de port. La seconde raison, c'est aussi que c'est super de dire oui, j'ai une carte avec 220 bio, machin, etc. Mais si les 220 bio, on les commande par 3 ou 6 et qu'on les fait venir en direct du domaine, la trace carbone de la carte des vins bio, elle ruine l'effet du bio en fait. Effectivement, le vigneron, il fait attention dans les vignes, etc. Mais enfin, le transport du vin, ça devient une catastrophe. Donc c'est bien aussi de se dire, je trouve des distributeurs ou des agents localement qui ont une offre suffisamment large. Et il y en a pas dans toutes les régions, une offre suffisamment large pour pouvoir avoir qu'une seule facture et donc réduire les coûts de transport, enfin et puis surtout l'impact carbone du transport, et se dire je me concentre par contre en direct avec des vignerons locaux. Voilà, le restaurateur ça peut être un super ambassadeur de son l'environnement de son terroir local. Nous, on a un client, alors je vais le citer, j'espère qu'il ne voudra pas, mais il est assez connu, donc voilà, mais il s'appelle Gilles Goujon, c'est un chef 3 étoiles à Fonjoncousse, là, près de Narbonne. Lui, sa carte des vins, il met énormément en avant Corbière, qui est sa région d'adoption. Voilà, donc il met en avant les vins de sa région, il passe en direct, voilà, mais il travaille avec des producteurs locaux. Alors ça n'empêche pas de proposer d'autres vins, hein, enfin d'autres régions, etc. C'est un 3 étoiles, donc la carte des vins elle est assez fournie, mais il met vraiment une attention particulière à mettre en avant les producteurs du coin qu'il connaît. Enfin, il les connaît aussi bien pour tout ce qui est nourriture que pour ce qui est vin. Et moi, je trouve ça super important. Voilà. On peut le faire aussi sur d'autres typologies de boissons comme la bière. Il y a de plus en plus d'acteurs locaux sur la bière. Ouais, on peut le faire sur la bière. Voilà, il y a de plus en plus de microbrasseries. L'avantage de la restauration vu les coefficients, c'est que ils peuvent acheter un peu plus cher qu'un caviste ou évidemment qu'un supermarché qui va vendre des gros volumes. Enfin, et c'est des petits volumes aussi, donc du coup ils peuvent un peu plus diversifier. Faut être curieux. Alors ça prend du temps d'être curieux.
bon, je vais vendre un peu ma soupe, mais en fait, quand on gagne du temps sur la gestion avec Summit et quand on met 2 à 3 fois moins de temps à faire les commandes, les inventaires, etc., ben, on peut passer plus de temps aussi à être curieux et à se renseigner pour savoir ce qu'il faudrait, comment on pourrait identifier des producteurs locaux et les mettre en avant dans son restaurant. Mais c'est exactement nous on a ce message aussi. Si nous pareil avec Booking Check, ils gagnent du temps en passant 30 secondes à faire un devis au lieu de passer une demi-heure, bah, ils peuvent se concentrer sur des choses un petit peu plus stratégiques comme les choix de produits pertinents qui vont être attrayants pour les clients. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je pense que de mettre en avant des boissons, que ce soit des vins, que ce soit des bières, il y a même maintenant des gins qui sont locaux. Il y a, même sur des spiritueux, on peut trouver des spiritueux très utilisés pour les cocktails, etc. en local. Je pense que ça fait partie des choses qui vont attirer les clients aussi sur l'activité événementielle. Et surtout, le gros avantage du on-trade, enfin de la vente de boissons sur le lieu de consommation, ce qui est le cas du restaurant ou du bar, etc., c'est qu'en fait, quand on est client, on va là-bas pour vivre une expérience et on fait confiance au chef. Voilà, enfin, on va goûter la cuisine du chef, donc c'est quand même l'inspiration du chef qu'on souhaite découvrir. Voilà, et c'est aussi l'inspiration des choix qu'il fait sur les boissons, etc. Donc moi, finalement, je m'en fiche qu'il y ait que des marques de vin super connues, ou des marques de champagne super connues, ou des marques de whisky super connues à la carte. Très bien, enfin voilà, mais je peux les trouver ailleurs. Moi, enfin, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui fait des vrais choix, des choix forts sur des producteurs locaux qui leur mettent en avant, et qui puisse ensuite savoir communiquer ses choix, savoir les partager, et là, ça renforce la qualité de l'expérience client. Voilà. Si ils ont tous les mêmes cartes des vins avec toujours les mêmes produits qui sont en plus vendus en supermarché 5 ou 6 fois moins cher, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et ça, c'est un gros argument sur l'événementiel parce qu'il y a aussi beaucoup de lieux événementiels qui sont obligés de faire des droits de bouchon, même dans les restaurants. Moi, je l'ai connu en tant qu'ancienne commerciale dans des restaurants où les clients demandaient si on faisait des droits de bouchon parce que sur des gros volumes, ça leur coûtait beaucoup trop cher de passer par le restaurateur pour une qualité assez moyenne. Donc, surtout que le restaurateur dans l'événementiel, souvent, il fait passer les vins sur lesquels il a encore trop de stock. Donc, c'est pas non plus c'est pas non plus la crème de la crème de sa carte des vins. Donc voilà, du coup, mais c'est normal. Enfin, l'événementiel, ça demande des volumes aussi, donc il y a un équilibre à trouver. Voilà. Mais c'est, enfin oui, pour moi, c'est important. Mais si on a une idée du volume qu'on fait, même en étant pessimiste, parce qu'en ce moment, c'est vrai que la situation est un peu compliquée, mais en étant pessimiste, si on a une idée des volumes, on peut aussi voir avec des acteurs locaux. Je suis sûre que tous les acteurs de la filière boisson qui souffrent aussi de la situation en ce moment seront ravis de trouver des deals qui marchent pour tout le monde et pour le restaurant, le bar, le lieu événementiel et pour eux. Je pense qu'ils peuvent trouver des ententes sur comment prévoir ces volumes ou voilà, les faire augmenter. Surtout que le restaurant, ça reste pour moi quand même un énorme ambassadeur. Le restaurateur reste un énorme ambassadeur des vins. Donc d'ailleurs, enfin moi j'ai travaillé avant un peu, je vendais du vin étranger et des vins français de Miami, et en fait la plupart des vignerons que je connaissais ils mettaient un point d'honneur à être bien placés dans les restaurants, etc., parce qu'en fait c'est la meilleure pub pour eux. Voilà. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Complètement. Et puis pareil, toujours je refais le lien avec les lieux événementiels, mais typiquement sur vos réseaux sociaux, sur vos newsletters, etc., quand vous savez pas quoi raconter, parlez de vos boissons, parce que il y a vraiment, il y a encore pas assez de lieux qui utilisent leur sélection de boissons pour en faire un avantage concurrentiel ou raconter une autre. Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ont des sélections de boissons qui sont trop conventionnelles. Donc s'ils passent un peu de temps à chercher des choses un peu plus originales, effectivement, derrière, ils peuvent communiquer dessus. Complètement. Et ça fait sa différence. On me disait dans l'oreillette que sur une des façons d'augmenter sa marge sur les boissons, c'était d'optimiser ses frais fixes. Je ne sais pas si on a couvert l'ensemble des frais
on parlait du fait d'acheter auprès de tel ou tel fournisseur en fonction de ce qu'on voulait vendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être optimisées ou on a tout vu? On a vu pas mal de choses déjà. Euh, Ce qui est important, mais là pour le coup ça va pas dans le sens d'économiser de l'argent, mais la verrerie c'est super important aussi. En France, par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, c'est particulièrement négligé. Mais si c'est un peu en train de changer. Euh, si vous faites, c'est dommage si vous faites un effort pour sélectionner des bons vins. C'est dommage que vous les serviez dans des verres ballons qui tuent, qui tuent l'intensité de la dégustation. Donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est ou de servir un cocktail dans un verre qui est pas joli. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de fournisseurs de verres qui bossent bien et qui proposent des choses différentes à des prix intéressants pour qu'ils puissent, pour que les restaurateurs puissent s'y retrouver et, euh, et s'ils font un beau travail sur le liquide, qu'ils fassent aussi un beau travail sur les contenants, quoi. C'est important. Mais ça va pas nécessairement dans le sens d'économiser de l'argent. Mais Seb, bah écoutez, ce que je propose, c'est que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, si vous le souhaitez, envoyez-nous des petits messages. Si c'est un sujet qui vous intéresse, la verrie, on peut peut-être faire un petit zoom sur un des épisodes, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et que c'est un point important de l'expérience. Un des 5 points qu'on allait évoquer, c'était le fait de d'optimiser la qualité des produits des produits qu'on sélectionne sur ces boissons. Donc on en a déjà bien parlé. Je pense qu'on peut passer on peut passer à la suite. Alors il y a moi je l'ai vécu, c'est un travers qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'événementiel. On a tendance à vouloir avoir un choix assez large de boissons, que ce soit sur les vins, sur les spiritueux, les cocktails, enfin pas trop les cocktails parce que c'est assez nouveau de faire des cocktails en événementiel, mais on va dire les spiritueux. Est-ce que c'est une bonne stratégie de vouloir répondre au désir de tout le monde, que ça soit pour une clientèle individuelle ou pour une clientèle de groupe et de privatisation? C'est compliqué. Enfin, moi, c'est vrai qu'il y a des restaurants qui ont 1000, 1500, 2000 références. Donc, on se dit, mais comment ils vont faire tourner ça? Et puis, de toute façon, le client, il est incapable d'ingurgiter une carte des vins avec 2000 références. Cela dit, je trouve ça bien aussi qu'il y ait des lieux, alors ça peut être des bars à vin ou des étoilés Michelin qui ont un sommelier et qui ont une cave suffisante, mais c'est bien aussi d'avoir des lieux où on peut vraiment se balader dans dans tous les vignobles du monde, enfin, déjà de France, mais aussi d'Europe et du reste du monde, et découvrir les meilleurs vignerons de chaque région, etc. Donc heureusement, il y a des établissements qui permettent de faire ça. Après, ça dépend vraiment de la typologie du restaurateur. Mais sauf si c'est une spécificité du lieu, est-ce que ça peut pas être dangereux pour justement maîtriser sa marge et ses prix de trop se diffuser? Non. Pour moi, non. Enfin, ça peut être justement, ça peut être une force, enfin, d'avoir une belle carte des vins, une belle carte des cocktails. Même bon, je vois pas beaucoup de restaurants qui ont une belle carte des bières, pareil, d'avoir une offre très diversifiée. En fait, ça peut être un vrai levier. Je prends un exemple d'un autre client. Nous, on travaille avec le Frenchy à Paris, là, dans le 2e arrondissement. C'est un restaurant qui est devenu, il y a 2 ans, qui a gagné sa première étoile Michelin. Juste en face, vraiment dans la même rue qui est la rue du Nil, dans le 2e arrondissement, juste en face, ils ont un bar à vin. Ils ont une sublime offre de vin. Enfin, voilà. Et les gens vont au bar à vin, bah, déjà parce qu'on mange bien. Enfin, le chef Marchand est un très bon chef, mais voilà, enfin, c'est un passionné de vin. Ses équipes qu'on connaît bien sont aussi passionnées de vin. C'est des gens qui sont très curieux et les gens viennent pour le vin. Voilà, ils viennent aussi pour bien manger, mais ils viennent pour le vin. Enfin, sans révéler de secrets, etc. Moi, je suis sûr qu'ils ont une part des boissons dans le bar à vin qui est au moins aussi importante que la part du food. Voilà, et et ils en vivent très bien du coup et du coup ils peuvent assumer le risque d'avoir une carte des vins assez profonde et d'avoir 1000 références. Voilà. Parce que ça les amuse.
Ouais, voilà, c'est leur passion, donc ça les amuse. Donc, enfin, c'est quand même génial quand on monte un restaurant. Alors c'est sûr que le chef, sans doute, il passe ou il a passé beaucoup de temps en cuisine, mais après, s'il est passionné de vin aussi, c'est génial de se dire, bah, j'ai les moyens de faire découvrir à mes clients des vins néo-zélandais, californiens, argentins, des vins uruguayens, des vins portugais, des régions pas forcément connues, des vins français, voilà. Enfin, de vraiment et puis de faire d'avoir les standards, mais aussi d'avoir des jeunes vignerons inconnus. Enfin, quand on a les moyens de faire ça, faut en profiter, ça c'est sûr. Et moi, je suis sûr qu'on peut en faire un énorme atout. Voilà. Et d'ailleurs, enfin, la plupart des restaurants cherchent quand même à avoir des distinctions. Enfin, bon, même si effectivement on entend beaucoup, mais enfin ça reste assez anecdotique. Des chefs qui disent moi je peux être étoilé, etc. Bon, quand même quand on a un jeune chef, je peux vous dire qu'il y a très peu de jeunes chefs qui refuseront des étoiles Michelin ou qui refuseront d'être dans le fooding. Voilà. Donc, sûr quand on est très connu. Alors moi j'ai fait beaucoup de musique, je prends souvent un parallèle et c'est pas du tout péjoratif. À une époque, il y a Radiohead qui a dit on va arrêter les maisons de disques. Prince a fait la même chose. Bon, bah c'était Radiohead et Prince, donc pour eux c'est facile. Donc quand on a un chef 3 étoiles Michelin depuis 20 ans, dire bon Michelin c'est terminé, ça va. Enfin, ils vont pas s'arrêter de vivre parce qu'ils ont plus d'étoiles Michelin. Par contre, quand on a un jeune chef, bah ou quand on a un jeune groupe de rock ou un jeune ou un jeune chanteur, bah enfin forcément on cherche les distinctions et pour se faire connaître du public. Voilà. Et avoir une belle carte des vins, avoir une belle carte des cocktails ou une belle carte des boissons en général, c'est un atout. Enfin, et c'est même c'est même une obligation en fait, si on veut apparaître dans ces guides-là et avoir ces distinctions-là. Si vous avez une offre des vins, vous avez 3 vins rouges, 3 vins blancs, 3 vins rosés, ce qui est aussi très bien, bah vous jouerez pas dans la même cour que les gens que les restaurateurs qui ont ces distinctions. Voilà, c'est pas la même position. Donc tout est une question de volonté de positionnement. Enfin, je suppose qu'il y a des restaurants qui ont des cartes des vins avec 500 à 1000 références et qui préfèrent en avoir 100 en fait. Mais sauf qu'en fait, ils pourraient pas atteindre le standard que deux ou 3 étoiles Michelin s'ils n'avaient pas ces 500 références. Donc enfin voilà, je pense que c'est à la fois on rencontre des gens qui sont très passionnés et qui le font avec le sourire le matin, ils arrivent, ils disent tiens qu'est-ce que je vais dénicher aujourd'hui et c'est génial de bosser avec des gens comme ça. Et puis il y a d'autres gens qui font ça parce qu'ils en ont besoin, c'est une commodité. Enfin c'est important pour qu'ils puissent atteindre le standing qu'ils souhaitent pour leur établissement. Voilà donc c'est deux. Je pense que sincèrement la deuxième partie c'est plutôt rare. Enfin moi la plupart des gens avec qui je travaille c'est des passionnés. Hein. Je connais pas de gens qui se disent qui se lèvent le matin en disant mon Dieu c'est un calvaire d'avoir 520 dans ma carte. Voilà, je préfère en avoir 50. Enfin, je connais personne qui est comme ça, mais ça existe. Et après, d'un autre côté, si on n'est pas encore très solide sur ses connaissances en œnologie, sommellerie, si on se sent un petit peu encore en apprentissage, je pense qu'il faut pas avoir peur non plus de se spécialiser et d'avoir une petite sélection, mais une très bonne sélection. Faites quand même toujours attention. On fait monter au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Et au moins, vous maîtrisez la chaîne des achats et des coûts. Vous faites un peu les dents sur toute cette partie boisson. Et vous allez forcément évoluer parce que à force de goûter, à force de vendre, je pense que on devient beaucoup plus solide et après on peut évoluer. Mais je pense que à l'inverse, il faut pas avoir peur, comme certains, avant ça se faisait pas du tout, mais de plus en plus, des chefs vont pouvoir justifier d'une carte très restreinte parce qu'ils vont faire du frais, ils vont avoir un certain prix aussi de vente qui va être très attractif. Il faut pas avoir peur sur les boissons de faire une sélection, mais faites-la bien. Voilà, et il n'y a pas une toute petite carte pas géniale. Il faut quand même que vous émettiez un petit peu de soin et puis de se faire accompagner aussi parce qu'on peut se faire accompagner sur le choix des boissons si on n'est pas à l'aise. Bien sûr, il y a plein de sommeliers. Alors déjà la chance. Alors oui, il y a des applis comme nous, mais comme Summit, mais la chance qu'ont les jeunes restaurateurs aujourd'hui, c'est que il y a les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de sommeliers qui sont sur les réseaux sociaux, qui partagent leurs découvertes. Si on a vraiment envie de se renseigner, de savoir quels sont les vins ajoutés à sa carte, ça, on trouve. Ça demande du temps, mais on trouve. Il y a même des spécialistes de la bière, il y a les barman aussi, il y a des barman qui ont une certaine aura et qui sont reconnus
leur profession, qui font aussi du conseil, qui vous aident à mettre en place une carte des cocktails, etc. Et ça, pareil, je pense que même dans l'événementiel, pensez-y, parce que les cocktails, quand il faut en sortir pour 500 personnes, faut savoir dans quoi on s'embarque. Donc c'est bien de se faire conseiller. Et ben on arrive au bout de ce premier épisode. Je propose qu'on fasse ça donne envie de boire un cocktail, mais il est 14h50. Bon, moi ça me dérange pas. Je propose qu'on fasse un petit résumé de ce dont on a parlé. Donc, on vous donne 5 idées pour augmenter votre marge sur les boissons et on vous parle de comment augmenter vos prix. Mais en fait, le sujet, c'est surtout de comment augmenter votre marge, bien maîtriser vos achats, optimiser vos frais fixes, optimiser la qualité des produits que vous allez sélectionner pour avoir un impact positif sur votre marge et savoir à quel moment on peut faire une grande carte des boissons ou pas une grande carte des boissons. Voilà, est-ce que ça a un impact sur votre marge? Merci beaucoup Grégory d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Merci à toi, à très bientôt. À bientôt.